Le rapprochement des gamètes et des individus. Alors, on va essayer de voir, de comprendre comment le rapprochement des gamètes, c'est-à-dire ovules et spermatozoïdes, est facilité lors de la reproduction sexuée. Alors, il existe plusieurs types de reproduction, enfin, entre autres, la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Asexuée, c'est par exemple, vous prenez un petit morceau de rosier, une petite tige, vous la plantez et dans les bonnes conditions, cette tige va redonner un nouveau rosier, strictement identique au rosier mère. Mais là, on parle de reproduction sexuée, ça veut dire que lors de la fécondation, c'est-à-dire lors de l'union d'un ovule avec un spermatozoïde, eh bien, il va y avoir formation de ce que l'on appelle une cellule œuf. Bon, est-ce qu'on peut parler de cellule œuf dans le cas des plantes? On verra. Et en tout cas, on va essayer de comprendre le rapprochement des gamètes chez les plantes à fleurs et on fera pareil chez les animaux, chez un certain type d'animaux. Donc, comment ce rapprochement des gamètes, donc ovules et spermatozoïdes, est-il facilité lors de la reproduction sexuée? Alors, on a travaillé dans des cours précédents la reproduction sexuée, c'est-à-dire la fécondation. Et là, aujourd'hui, on essaie de voir si le rapprochement des gamètes facilite la reproduction sexuée. Parce que si, par exemple, vous prenez une plante, alors certaines plantes possèdent des pieds mâles et des pieds femelles. Donc, ça veut dire que sur les pieds mâles, il y a côté spermatozoïde. Sur les pieds femelles, il y a côté ovule. Donc ça veut dire que si les deux sont séparés, s'il ne se passe rien, il ne va pas y avoir de rapprochement. Bon, si par exemple on prend une plante, donc une fleur que l'on appelle dactyle aggloméré, donc le pollen, parce qu'on parle bien de pollen du côté masculin, donc du côté fleur mâle, le pollen va être dispersé par le vent. Alors, on avait vu dans un cours précédent que côté femelle, donc il y avait pistil, stigmate, ovaire, et du côté masculin, donc du côté des fleurs mâles, on avait donc pollen avec les anthères. Donc, à l'intérieur, donc il y a. Alors justement, à l'intérieur, il y a quoi? À l'intérieur de l'ovaire, il y a des ovules, et à l'intérieur, donc lorsqu'il y a une fécondation, par le pollen, on peut se demander, mais est-ce qu'il y a vraiment une fécondation par le pollen? Puisque le pollen est dispersé par le vent. Donc il va se poser sur les stigmates de la fleur femelle, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir émission de ce que l'on appelle un tube pollinique, et au bout de ce tube pollinique, il y a le fameux spermatozoïde. Donc ça veut dire que lorsque le grain de pollen va se poser sur le stigmate, ce grain de pollen contient le spermatozoïde, eh bien il va y avoir, à l'issue de la formation du tube pollinique, un rapprochement du spermatozoïde et de l'ovule qui lui se trouve dans l'ovaire, et de ce fait-là, on aura, entre guillemets, ce qu'on appelle une cellule œuf. Donc c'est bien la fécondation qui a lieu grâce aux deux gamètes évidemment, mais grâce au vent également qui a facilité le transport des grains de pollen. Donc on le voit bien sur le document numéro 1, donc chez certaines espèces, comme là on présente le dactyle aggloméré, donc les fleurs sont petites et regroupées en épis. Alors épis, on pense aux épis de blé, à l'avoine, l'orge, etc. Elles libèrent, donc ces plantes, donc ces fleurs libèrent une grande quantité de pollen qui va être transporté par le vent, et ce mode de dispersion repose sur l'énorme quantité de pollen qui est produit, jusqu'à 50 millions de grains de pollen par plante. 50 millions, c'est énorme, donc ça veut dire que ces grains de pollen sont très petits, et au sein d'une même plante, dans ce dactyle aggloméré, il y a les fleurs mâles et les fleurs femelles, mais le fait qu'il y ait une dispersion par le vent, ça incite et oblige même les grains de pollen à ne pas faire l'autofécondation, c'est-à-dire que les grains de pollen, que l'ovule des grains de pollen n'aille pas féconder la fleur qui leur a donné naissance, mais il y a au contraire une fécondation croisée. Ça veut dire qu'il y a du pollen qui va aller sur d'autres plantes. Bon. Alors ensuite, on peut faire la même chose
sur une autre plante, par exemple dans le document numéro 2, on voit une abeille et on voit une fleur mauve avec stigmates, pistils, des anthères. Donc on voit que le pollen, il est dispersé d'une autre façon, non pas par le vent, mais par les insectes, par exemple les abeilles. Donc de nombreux insectes sont en quête de nourriture et ils vont venir butiner les fleurs pour prendre le nectar, et en prenant le nectar, il y a un dépôt de grains de pollen sur le corps de l'abeille. D'autant plus que son corps est plus ou moins poilu, donc ça facilite l'accrochage des grains de pollen. Donc en passant de fleur en fleur, les abeilles, par exemple, vont transporter tous les grains de pollen qui sont déposés sur leur corps, sur le pistil d'une autre fleur. Donc encore une fois, là on a une fécondation croisée, et la fécondation ne se fait pas uniquement au sein de la fleur. Parce qu'on voit bien que dans cette fleur-là, on voit bien qu'il y a les organes femelles et les organes mâles, et qu'on pourrait très bien se dire que les grains de pollen vont féconder la fleur, enfin le côté féminin de la même fleur. Or là, le fait qu'il y ait des abeilles qui transportent les grains de pollen, ça permet bien une fécondation croisée. Bon, donc là, on a bien vu que chez les plantes, le rapprochement des gamètes est facilité grâce au vent, d'une part, qui va disperser les grains de pollen, et grâce à certains animaux, certains insectes, qui vont polliniser les fleurs, et ainsi favoriser les fécondations croisées. Alors, on peut se demander également chez les animaux, donc rapprochement des gamètes chez les animaux, alors comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on peut avoir dans le document numéro 3 une araignée, donc une espèce d'araignée. On voit qu'il y a une parade nuptiale pour attirer le partenaire. Alors, le mâle de l'araignée pan, originaire d'Australie, possède un abdomen très coloré. Donc il va attirer la femelle. Pour se reproduire, il l'exhibe devant la femelle dans une succession de mouvements coordonnés, propres à cette espèce d'araignée pan, et c'est ce que l'on appelle la parade nuptiale. Et ce n'est qu'à l'issue de cette parade que la femelle accepte éventuellement de s'accoupler avec le mâle. Donc là, on voit bien que c'est une parade nuptiale qui va faire en sorte que l'araignée mâle va plaire à la femelle en quelque sorte. Alors plaire, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas va faire en sorte que, la parade nuptiale, si elle est bien réussie par le mâle, va faire en sorte que la femelle va accepter la fécondation, et donc le mâle va libérer ses spermatozoïdes pour aller féconder les ovules. Donc on a encore une fécondation chez les animaux. Ensuite, on peut faire une expérience très intéressante chez les oursins. Donc les oursins qui sont des échinodermes. Alors, expérience sur les gamètes d'oursins, plus exactement. Les gamètes mâles et femelles de l'oursin sont libérées dans l'eau de mer. Donc la fécondation, elle est externe et non pas interne. Donc l'eau de mer, évidemment, c'est un milieu très vaste. Alors on peut se dire, évidemment, si les spermatozoïdes sont libérés dans l'eau de mer, est-ce que si les ovules sont libérés dans l'eau de mer, quelle est la probabilité pour qu'il y ait une rencontre? Alors évidemment, c'est pas évident. Bon. Donc des expériences sont menées afin de comprendre comment les gamètes d'oursins se rapprochent dans l'eau de mer. Parce que les oursins existent. Bon, il y en a une certaine quantité sur Terre. Lorsque vous allez à certains endroits, quelquefois il y en a beaucoup. Donc s'il y en a, c'est bien qu'il y a eu une fécondation entre un spermatozoïde et un ovule. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont les ovules qui vont vers les spermatozoïdes? Est-ce que ce sont les spermatozoïdes qui vont vers les ovules? Est-ce que ce sont les deux qui se rapprochent? Est-ce que le rapprochement se fait dans des conditions précises? Ou est-ce que c'est le hasard qui fait les choses? Alors, dans une expérience numéro 1, on a des spermatozoïdes que l'on met sur une lame de microscope et on les met dans l'eau de mer. Donc on a des spermatozoïdes, on les met dans l'eau de mer. Et puis on met des ovules dans une autre goutte. Donc on prend la même lame, en fait, on met deux gouttes. Dans la première goutte, on met des spermatozoïdes, dans la deuxième goutte, on met des ovules. Et puis, on fait quoi? Eh bien, on va créer un espèce de pont entre les deux gouttes. Ça veut dire qu'on a deux gouttes, et avec un ustensile, on fait un petit filet d'eau
qui va rejoindre, enfin, donc les deux gouttes vont être en contact l'une avec l'autre par ce petit filet d'eau. Donc on crée un espèce de pont entre les deux gouttes donc qui va permettre de relier à la limite les spermatozoïdes avec les ovules, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Quel est le résultat? Eh bien on s'aperçoit que les spermatozoïdes vont traverser le pont pour aller rejoindre les ovules. Donc là on voit bien que dans l'eau de mer, on imagine que les spermatozoïdes et les ovules sont libérés dans l'eau de mer, l'eau salée. Eh bien on imagine d'après cette expérience que ce sont les spermatozoïdes qui vont se diriger vers les ovules et apparemment pas le contraire. Alors, donc c'est important, maintenant on peut se demander, mais pourquoi est-ce que les spermatozoïdes vont vers les ovules? Voilà. Est-ce qu'ils les voient? Non, ils ont pas. Les spermatozoïdes, c'est une cellule avec un flagelle, et il n'y a pas d'yeux. Bon. Est-ce que les ovules les attirent d'une manière ou d'une autre? On peut se poser la question. Alors, on fait une expérience numéro 2. On a toujours nos deux gouttes, et dans nos deux gouttes, on met. Alors, dans la première goutte, on met nos spermatozoïdes dans l'eau de mer, comme précédemment, ça ne change rien. Et dans la deuxième goutte, on met de l'eau de mer n'ayant jamais contenu d'ovules. Donc jamais contenu d'ovules. Tout à l'heure, il y avait les ovules dans la première goutte. Mais là, il n'y a pas d'ovules et il n'y en a jamais eu dans cette goutte. Même principe, on crée un espèce de pont entre les deux gouttes et on regarde les résultats. Eh bien, on s'aperçoit que les spermatozoïdes restent en place. Ils restent dans leur goutte, ils ne traversent pas le pont. Or, tout à l'heure, on a vu que lorsqu'il y avait les ovules dans la deuxième goutte, les spermatozoïdes traversaient le pont pour aller rejoindre les ovules et les féconder. Donc on obtenait donc une cellule œuf qui donnera une larve ensuite, laquelle, suite à des transformations, va donner un oursin. Donc là, pas d'ovules dans la goutte, les spermatozoïdes ne vont pas dans la goutte. Voilà, ils restent dans leur goutte à eux. Alors on peut se demander, mais on peut se poser la question, on peut se dire dans la première expérience, les spermatozoïdes vont vers les ovules, dans la deuxième, il n'y en a pas eu dans la deuxième goutte, les spermatozoïdes restent en place. Alors on peut se dire, mais est-ce que ce ne serait pas les ovules qui attireraient les spermatozoïdes? Mais comment? Il n'y a pas d'yeux, puisque un ovule c'est une cellule. Donc on peut penser à une substance chimique, par exemple phéromone, on ne sait pas trop. Alors l'expérience numéro 3 va nous donner le résultat. Donc on met les spermatozoïdes dans de l'eau de mer, dans notre goutte, et ensuite on met de l'eau de mer qui contiennent des molécules qui ont été produites par les ovules. Et on regarde ce qui se passe. Alors pareil, on fait un petit pont, et on s'aperçoit que les spermatozoïdes se dirigent vers la goutte qui contient des molécules qui ont été produites par les spermatozoïdes. Voilà, donc là il est clair que dans l'eau de mer, eh bien, lorsque les spermatozoïdes et les ovules sont libérés, ce sont les spermatozoïdes qui vont se diriger vers les ovules et les féconder. Pourquoi? Parce que les ovules vont libérer des substances que les spermatozoïdes, qui vont attirer les spermatozoïdes. Et de ce fait-là, la fécondation est possible. Bon, voilà. Donc là, on a compris que si on veut répondre au problème, le rapprochement des gamètes et des individus, eh bien, ce rapprochement des gamètes, il est facilité par plusieurs mécanismes. Par exemple, le vent. On a vu que le vent favorisait la dispersion du pollen, et ce pollen va se poser sur les stigmates des fleurs femelles, et un tube pollinique va être émis, va être fabriqué entre guillemets, et puis au bout de ce tube pollinique, il y a un ovule qui va rejoindre, il y a un spermatozoïde, pardon, qui va rejoindre l'ovule qui lui est situé dans l'ovaire du côté de la fleur femelle. Ensuite, deuxième cas de dispersion des grains de pollen, c'est le cas des abeilles, donc qui vont butiner et qui vont aller de fleur en fleur pour poser le pollen sur d'autres fleurs, et selon le même mécanisme, la fécondation est possible. Chez les animaux, on a pris l'exemple d'une araignée qui fait une parade nuptiale. Bon, donc c'est pas compliqué. La parade nuptiale a plu à l'araignée femelle, et de ce fait-là, elle a accepté le mâle, la fécondation a eu lieu, spermatozoïdes ont été libérés par le mâle, et ovules
ont été libérés par les femelles et la fécondation est possible pour redonner de petites araignées. Et on a vu le cas de l'oursin où la fécondation est externe, les ovules et les spermatozoïdes sont libérés dans l'eau de mer, une substance chimique libérée par les ovules va attirer les spermatozoïdes et la fécondation est possible. Ainsi, donc, on a répondu au problème. Donc, le rapprochement des gamètes est facilité lors de la reproduction sexuée par le vent, par certains insectes et par certaines substances chimiques également qui sont libérées par les ovules. Le cours est terminé. Merci.